Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal. En voici les sommaires. La 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouverte ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. La base logistique de la mission et l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a été la cible de plusieurs manifestants qui se sont livrés au pillage des biens de la mission onusienne ce 25 juillet 2022 à Goma, au Nord Kivu. C'est sur demande du procureur général près la Cour de cassation que le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC a autorisé ce lundi l'instruction à charge du député national Jean-Marc Kabunda. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. Une tension cet avant-midi dans les différents coins de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Des manifestants ont répondu favorablement à l'appel de mouvements citoyens pour exiger les départs de la MONUSCO. Suivez les détails dans ce reportage de Bernadette Kamango. La tension a été vive ce matin dans plusieurs coins de la ville de Goma. Très tôt, des manifestants ont érigé des barricades sur la chaussée, bloquant ainsi toute circulation des véhicules. Quelques jeunes, après avoir pris la direction des installations de la MONUSCO, ont allumé du feu à quelques mètres de l'entrée avant d'en forcer l'accès. Une fois au sein de l'enclos, ces derniers se sont donnés au vandalisme et au pillage des biens en emportant tout ce qu'ils pouvaient prendre. Les policiers de la MONUSCO, présents dans les locaux, n'ont pas pu réagir pour les dissuader. Les bombes lacrymogènes ont été larguées pour disperser les manifestants. Il est à souligner que cette initiative des mouvements citoyens s'est déroulée en appui aux actions entamées depuis samedi dernier par les femmes qui ont également manifesté pour décrier la complicité de la communauté internationale au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC. En bref et en images, réponse du berger à la bergère après l'attaque du siège de la MONUSCO par la population de la ville de Goma ce lundi 25 juillet. Le gouvernement congolais a réagi par les billets de son porte-parole, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'exprimant sur son compte Twitter. Le ministre Patrick Mouyaya a condamné toute forme d'attaque contre le personnel et installations de la MONUSCO. Vous l'avez suivi au sommaire, Kinshasa a abrité ce lundi 25 juillet la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Dans son discours de clôture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué que cette rencontre intervient dans un contexte particulier marqué au sein de la CEAC par la crise économique et sociale du fait de la Covid-19 et de la guerre d'Ukraine. Le chef d'État a aussi mentionné la montée de la tension entre la RDC et le Rwanda. Ces assises se sont clôturées sur une note d'encouragement du président de la République démocratique du Congo. Je me dois de souligner en outre que les recommandations et décisions assorties de cette 21e session ordinaire démontrent combien nous sommes tous déterminés à relever, main dans la main, les défis de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable, ainsi que celui de l'autosuffisance alimentaire dans toute notre sous-région. Je voudrais vous rassurer de notre ferme volonté à ne ménager aucun effort dans le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises durant cette session. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre prochain, à l'occasion de la première conférence maritime de notre conférence économique des États de l'Afrique centrale. Notre souhait est celui de vous revoir tous de nouveau autour de cette table, discuter de l'avenir et des stratégies à mettre en place pour la gestion de notre bassin maritime en prévision des enjeux qu'impose la géostratégie mondiale. Par ces mots, je déclare close
La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et vous souhaite, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, un très bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. L'aile droite de l'immeuble de l'administration de la SCTP ex-ONATRA a pris feu dans la nuit du dimanche à ce lundi. De rez-de-chaussée au 6e niveau, tout est parti en fumée. Constat d'énormes dégâts et pertes avec Idriss Kalombo, Orlikaz et Générose Essengo. Tout est parti du 5e niveau de l'aile gauche du bâtiment de la Société congolaise de transport et des ports, situé en plein boulevard du 30 juin, près de la gare centrale. À 2 h du matin, l'incendie a commencé au niveau du 5e étage. Et puis ça a pris de l'allure jusqu'au rez-de-chaussée, et même au 6e niveau. Et voilà, le matin nous sommes venus tous, moi, comme vous, et nous venons de constater ces dégâts. À partir de 3 h 30, j'ai suivi ça à la RFI. Et directement, j'ai téléphoné à mon ami qui habite derrière l'ONATRA ici. C'est un directeur de l'ONATRA. C'est lui qui m'a relaté les nouvelles de me dire que non, le fait a commencé à partir du 5e niveau. Donc, on fait direction financière de l'ONATRA. Donc, c'est là où le fait a commencé, l'incendie a commencé. Et puis, Kitinassé. Un incendie qui a causé plusieurs dégâts, surtout administratifs, car la partie victime de l'incendie est essentiellement réservée au secrétariat du ministère de l'économie nationale. Là où vous voyez les fenêtres qui sont ouvertes, donc c'est le bureau du secrétaire général à l'économie. Donc tous les dossiers des administratifs de la République, de l'économie et les contentieux des opérateurs économiques, ce que vous voyez là, les contentieux. De l'autre côté là-bas, au 6e niveau là-bas, c'est là où le bureau du directeur de l'inspection de la République. Il y a aussi les dossiers qui sont là, des contentieux qu'on devrait sanctionner les opérateurs économiques véreux. Il faut que les enquêtes soient menées pour établir les responsabilités. Des dégâts considérables, pour la plupart irrécupérables, mais tout n'a pas péri dans l'incendie. L'exemple de ces quelques billets de banque récupérés et protégés par la police nationale. Et puis, Jean-Marc Kabunda Kaboun sera entendu par la justice au sujet des allégations sur le régime congolais. C'est la conséquence de la réponse positive ce lundi du bureau de l'Assemblée nationale à la demande du PG près la Cour de cassation le vendredi 22 juillet afin que soient levées les immunités parlementaires de Jean-Marc Kaboun. Sami Bossongo pour le récit. Justifiant sa décision par l'application de l'article 107 de la Constitution, et des articles 101 et 102 du règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé une instruction judiciaire contre le député national Jean-Marc Kabound ce lundi 25 juillet à travers une lettre adressée au procureur général près la Cour de cassation. Cette lettre du bureau de l'Assemblée nationale fait suite au réquisitoire du même procureur auprès du président de l'Assemblée nationale déposé vendredi 22 juillet aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre Jean-Marc Kabound. Les charges retenues contre l'inculpé sont injures publiques, imputation dommageable, outrage envers les autorités publiques, offense à l'endroit du chef de l'État et propagation de faux bruits. Ainsi, Jean-Marc Kabound sera devant la barre. Et l'on se demande si l'ex-président ad intérim de l'UDPS va fournir des preuves à ces allégations ou donner plus de révélations. On se demande aussi s'il ne sera pas appelé à retirer ce propos et à demander pardon afin qu'on le préserve de l'épouvantail judiciaire. Qui vivra, verra et saura. Dans le même ordre d'idées, depuis sa conférence de presse du lundi 18 juillet 2022, Jean-Marc Kabound fait l'objet d'attaques multiformes qui s'apparentent à de l'acharnement et qui risquent de mettre à mal la démocratie congolaise. Faut-il privilégier les débats ou les méthodes policières? Tentative d'approche de cette problématique par Sami Bossongo.
La démocratie se base sur les débats d'idées en permanence pour ressortir et retenir la meilleure pensée aux recettes qui aident à matérialiser l'authentique décollage multisectoriel assurant la paix, la sécurité et le social brillant au peuple. Quand les choses ne marchent pas, comme c'est le cas de la RDC où règne une grogne sociale évidente et à la partie orientale de laquelle l'insécurité est endémique, il y a lieu de mener toutes sortes d'études et de mettre à contribution toutes les ressources du pays pour non seulement poser le vrai diagnostic du mal, mais aussi proposer la thérapie appropriée et pertinente afin de juguler le dit mal. L'observation que l'on réalise en RDC, c'est qu'on n'y aime pas les débats salvateurs pour tous, on y déteste la critique, le préférant l'unanimisme, et que le moyen pour museler la partie qui émet un autre son de cloche peuvent aller de l'instrumentalisation de la justice, de la police, jusqu'à une campagne accrue de diabolisation via notamment les lynchages médiatiques à travers les réseaux sociaux. Est-ce que ces pratiques conduisent à juguler le mal congolais? La RDC n'est pas constituée que de la classe dirigeante et de ses proches qui sont minoritaires. Elle est aussi habitée par une très grande majorité de Congolais qui ne sont pas tous au pouvoir. Le bon train de vie de la classe dirigeante avec ce dépassement budgétaire ne fait l'ombre d'aucun doute. Doit-on ne pas parler ou critiquer quand on vit ou qu'on observe un mal par crainte de juridisme à la congolaise ou de représailles tous azimuts? Doit-on ne plus analyser les faits pour comprendre des choses qu'on ne peut comprendre qu'à travers des analyses? L'acharnement et l'usage de méthodes subtiles envers ceux qui critiquent ou alertent risquent d'attirer au pouvoir la désapprobation des défenseurs des droits de l'homme et d'entamer les libertés démocratiques et l'état de droit. Loin de nous, soit précisé, d'encourager les critiques ou accusations mal motivées. Et une autre actualité en bref dans ce journal, une délégation de la coalition des 20 organisations de la société civile contre la torture conduite par l'Organisation des défenses de droits des personnes humaines ont mené un plaidoyer auprès du premier président de la Cour d'appel de Matete en faveur des enfants en conflit avec la loi, de leur situation de détention préventive par les juges de 5 tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa au quartier spécial de la prison de Makala. Après constat fait en date du 14 juillet de l'année en cours, 499 enfants en conflit hébergés, dont 158 sont allés au-delà de la date de détention provisoire. Évoluons dans ce journal, les incendies et autres dangers créés par le mauvais emplacement de stations de vente de carburant vont bientôt appartenir au passé. Pour y mettre fin, le ministre des Hydrocarbures, en collaboration avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, accorde un temps aux opérateurs du secteur pour se conformer aux normes contenues dans la loi de 2015. En fait, le secteur des hydrocarbures est régi par la loi de 2015 et le décret de 2016. Et dans cette loi et ce décret-là, tout est clair. Nous voyons tout ce qui est en train d'être fait, c'est vraiment une façon de détruire, que ce soit la ville, que ce soit le pays, d'une certaine façon. Nous avons discuté, le ministre d'État de l'Urbanisme et moi, et avec nos équipes, nous sommes en train de mettre des équipes déjà sur terrain à partir de la semaine prochaine. Les stations qui ne répondent pas aux normes, j'avertis, seront déjà fermées en lien avec la loi, parce qu'on ne fera rien qui sera en dehors de la loi. Ces stations-là seront fermées. Et à part ça, même les dépôts clandestins, avec l'urbanisme, nous allons voir les dépôts qui n'ont pas lieu d'être dans la ville de Kinshasa ou dans les zones habitées. Ils devront être délocalisés ou ils seront fermés. Et comme le ministre d'État vient de le dire, nous n'allons pas, la loi, on ne va pas appliquer la loi avec complaisance. Il y en aura qui vont crier, certes, mais on va s'assumer. Et je le dis encore, il y a des stations actuellement qui sont en train de fonctionner, qui n'ont aucun permis. Il y a des stations qui sont construites à côté des habitations et nous ne pouvons plus continuer à supporter ça et accepter ça. Car demain, s'il y a mort d'homme, tout le monde va se retourner contre le gouvernement. Donc là, nous allons prendre nos responsabilités et on sera sur le terrain. Les peu de stations qu'on va déjà fermer cette semaine et après le reste va suivre, ils seront obligés de se délocaliser parce que ce sont des gens quand même qui ont investi en termes de matériel, mais ils devront trouver des endroits ailleurs pour mettre leurs stations non loin des habitations. Donc en gros, c'est ce que je peux dire et je vous dis que nous sommes réellement déterminés et on va s'assumer. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse célébrée chaque 22 juillet, l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM a lancé la 6e édition du prix Jeunes femmes journalistes. Le but est de valoriser le travail des femmes des médias, notamment
de la jeune femme journaliste âgée de moins de 30 ans. Cette activité connaît l'appui de l'Internews. Détail avec Bernadette Kamango. Voilà plus de 25 ans que l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, mène des actions de grande envergure en vue d'atténuer et de lutter contre les violences basées sur le genre, principalement dans l'espace médiatique. Des études sur la question, par ailleurs, prouvent que les femmes travaillant dans les médias représentent à peine 33% des effectifs. Et parmi les facteurs qui justifient cette faible participation des femmes, l'on note les préjugés et les pesanteurs culturelles, sans oublier les risques psychosociaux et physiques auxquels elles font face jour et nuit dans l'exercice de ce noble métier. C'est dans l'optique donc d'encourager ces jeunes femmes journalistes qui se sont engagées dans la voie du professionnalisme qu'UCOFEM a pris l'habitude de primer chaque année les meilleures productions audiovisuelles, écrites, ainsi que des productions sur les médias en ligne, des sujets de reportages à la fois pertinents et originaux qui mettent en exergue une représentativité équilibrée et non stéréotypée des femmes. Parlons culture dans ce journal. La veuve de fée Papa Wemba, Rosemary dit Mama Amazon, a été reçue en audience par le directeur général de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique, ACPCA en sigle, Raymond Ayali Ramazani Bin Maïti. Les deux personnes ont échangé sur les mécanismes à mettre en place pour la construction d'un mémorial à l'honneur de Papa Wemba à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage de Feza Clémence et Générose Esseng. 6 ans après son décès, le mémorial de Papa Wemba n'a pas toujours été construit. La veuve Shungu Wemba Dio a échangé avec le directeur général de l'ACPA dans son bureau situé à Gombe sur la faisabilité du projet mémorial qui, jusqu'à ces jours, traîne les pieds. On croit Marie-Rosa dit Amazon qui s'inquiète du fait que la pierre tombale sur les sépulcres de son mari n'est pas toujours posée. Pour ce faire, elle s'est dit avoir 41 hectares de terre où peut être construit le mémorial de son cher époux Shungu Wemba Dio. Mais elle est butée au manque de financement. Tel est le sens de son déplacement aux installations de l'ACPA pour une plaidoirie auprès des autorités compétentes. Pour discuter et voir pour l'aboutissement du projet de mémorial de Papa à Abidjan, et l'exhumation et l'inhumation définitive que le précédent gouvernement avait promis au vu du monde entier. Donc, c'est pour cela que je suis là. Dans sa réponse, M. Raymond Ramazani, DG de l'ACPA, a rassuré la veuve Shungu en ces termes. Notre souci, c'est accompagner l'artiste, parce que l'artiste ne meurt jamais. L'artiste est vivant à travers ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons être à côté de Maman Amazon avec les ateliers MECO International pour réaliser tout ce qui est vision de la fondation Papa Wemba. Je crois bien qu'aujourd'hui, il y avait échange d'idées. Par ailleurs, un projet de mémorial a été déjà initié à Abidjan et sera exécuté par les ateliers MECO en partenariat avec la Fondation Papa Wemba International. En santé, début ce lundi de la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour atteindre une immunité collective. Pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, la couverture vaccinale reste le moyen le plus efficace pour vaincre la pandémie en RDC. Seules 10 provinces sont concernées par cette campagne. Nous devons toujours être vigilants, continuer donc à porter les masques et à nous faire vacciner. Ce sont là donc deux actions très importantes pour nous protéger contre une arrivée éventuelle, n'est-ce pas, de un retour éventuel, n'est-ce pas, de ce virus que nous craignons tous. Et comme vous le savez aussi,
En Europe, principalement en Belgique et en France, le nombre de cas de Covid ne fait qu'augmenter. Il y a donc un risque que des voyageurs nous ramènent encore le virus ici, en RDC. Et donc, le mot de la fin, c'est toujours vigilant, porter les masques et se faire vacciner. Parlons sport dans ce journal. Sa carrière a été immense. Pour le basketteur Johnny Buzangu, congolais ex-international, passé par les meilleurs clubs au niveau national et continental. Ces derniers met fin à sa carrière après plus de 20 ans sur le parquet de la balle au panier. Un jubilé d'or qui a réuni les gratins du basket national et de son club de cœur, les BC Kaouka. Idriss Kalombo était témoin de l'événement. Il a été fêté par ses pairs le week-end dernier. L'ex-international congolais de basketball, Johnny Buzangu, a mis fin à sa carrière le week-end dernier au terrain de l'Institut supérieur de commerce. Famille, amis, collègues et sympathisants, tous ont fêté un modèle, un exemple pour plusieurs. Johnny vient d'une lignée de basketteurs où il a vraiment voulu aussi faire son nom. Et de quelle belle manière il a fait. Je crois qu'il a servi la nation, que ce soit sur le plan international que sur le plan national. Il a joué les compétitions qu'il fallait jouer pour qu'il devienne une légende aujourd'hui. Je crois que c'est une très belle réussite et on ne pouvait qu'être là. Je suis le géniteur de Johnny Buzangu. C'est moi qui l'ai mis pour la première fois sur les terrains de basketball. C'était au cours d'un match face à Banalingwala Kaouka, je me rappelle. J'avais des petits ennuis avec mon meneur attitré. Je me suis décidé de prendre Johnnyko et de le mettre sur le terrain. Donc je suis très content. Après plus de 20 ans de carrière, l'ancien de Kaouka, passé par New Generation, de Derinkle Motema Pembe et Vita. Dans le continent, il a été en Angola, au Gabon, mais aussi en Algérie. Mais que retenir de cette carrière, de ce jubilé, Johnny Buzangu? On a eu le temps d'être bien encadré, on a eu le temps de beaucoup se sacrifier pour ce sport. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais au niveau de l'organisation, en tout cas, on doit faire un effort d'améliorer beaucoup de choses. Un parcours riche pour Johnny Buzangu qui pense devenir un canal d'excellence et d'épanouissement pour le jeune basketteur, d'où la création d'une école dénommée Johnny School. La 5e fois a été la bonne pour le Banyana Banyana de l'Afrique du Sud qui ont remporté la 14e édition de la Coupe d'Afrique féminine le week-end dernier. Une belle victoire de 2-1 face aux Marocaines qui confirme la bonne forme actuelle du football féminin au pays de Nelson Mandela. Idriss Kalombo pour les résumés de cette finale haute en couleur. 73e, 71e minute. Le doublé de Hida Maïga scellera la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines sur le score de 2-1. Après un nul de 0 but partout en première période, sans étincelle, sauf à la 36e minute où l'attaquante sud-africaine Hilda Magaï a menacé d'une petite talonnade la gardienne marocaine. En deuxième période, plus fraîches que leurs rivales, les sud-africaines mettront la pression sur des marocaines émoussées par l'effort et sous une chaleur accablante. Malheureusement, pour les filles de Rénal Petros, les 45 000 spectateurs n'ont pas pu pousser les Lions d'Atlas à la victoire finale. Après 4 finales perdues, la 5e était la bonne pour les Sud-Africaines qui iront au prochain mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Bonjour. Kabundo visé par la justice, personne n'est au-dessus de la loi, affirme Kabouya. C'est avec ce titre de Mediacongo.net que commence la revue des médias en ligne de ce lundi 25 juillet. D'après le secrétaire général du parti présidentiel, il est important, écrit ce média,
que l'ex-premier vice-président de la Chambre basse du Parlement aide la justice à retracer l'argent du trésor public. Au départ, rapporte Mediacongo.net, j'avais aussi émis de réserves sur la levée des immunités de l'homme de Kingabwa conformément à la demande du procureur. Mais plus tard, après réflexion, je me suis rendu compte que c'est vraiment important que Jean-Marc Kabound aide la justice à retracer le cheminement de l'argent du trésor public de la Banque centrale jusqu'aux paradis fiscaux, a déclaré Augustin Kabouya. Dans le même ordre d'idées, l'éditorialiste du Forum des As.net, sous le titre L'équation Kabound griffonne. Au finish, c'est l'image du pouvoir qui en sort écornée par les sacro-saints jeux à somme nulle, à savoir que le régime gagne en terreur, il le perd en respectabilité et en prestige, surtout à l'international. Au risque, poursuit Forum des As.net, d'aller plus vite que la musique, trop tôt de tirer des conclusions sur les cas Kabound. Prématuré sans doute de prédire à l'ex-homme fort des palais du peuple le même itinéraire que celui de ses nombreux dévanciers. Toujours est-il que les débuts de prophylaxie prises par le pouvoir rappellent à bien des égards la recette favorite des régimes tropicaux face aux dissensions internes. Fidèle à sa ligne éditoriale, DeskEco.com a communiqué sur les mercuriels avec les prix des produits miniers sur le marché qui continue à baisser, le cuivre qui plonge à 7 576 $ la tonne. Épinglant les cas de l'étain, du zinc et du cuivre, ce site révèle que la tendance générale des cours des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo est à la baisse en cette semaine du 25 au 30 juillet, selon les projections de la Commission nationale des mercuriels du ministère du Commerce extérieur. Fin de cette revue de presse et merci d'apprendre à fond sur ces titres en consultant ces médias. Portez-vous bien chez vous. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Si vous nous avez pris chemin faisant, voici le rappel de titre. La 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouverte ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. La base logistique de la mission et l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a été la cible de plusieurs manifestants qui se sont livrés au pillage des biens de la mission onusienne ce 25 juillet 2022 à Goma, au Nord Kivu. C'est sur demande du procureur général près la Cour de cassation que le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC a autorisé ce lundi l'instruction à charge du député national Jean-Marc Kabunda. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.